Hop, voilà, ça y est, c'est en cours. Donc c'est bon, l'enregistrement est parti. Daniel, diapo suivante, s'il te plaît. Vous pouvez accéder aux sous-titres si vous le souhaitez. Il suffit d'appuyer sur les deux C à côté du chat, tout en bas, pour pouvoir mettre les sous-titres. Puis vous pouvez poser vos questions dans l'espace Q et R. C'est questions et réponses, tout simplement, ou via l'espace chat. On compile toutes les questions et comme ça, on aura un temps de questions-réponses avec Marion sur tous les sujets qui concernent l'accouchement inopiné en milieu extra-hospitalier ou à l'extérieur de l'hôpital. Je crois, Daniel, j'ai fini pour moi. Voilà. Je laisse la parole à Marion déjà pour On qu'elle se va laisser la présente. parole Merci Marion de participer à cette soirée. On est très heureux de t'accueillir. Marion est une sage-femme qui est beaucoup investie dans le préhospitalier et qui a participé notamment dans les régions du sud de la France à la mise à jour des programmes de formation ainsi que à la mise à jour nationale sur la formation continue de cette année qui va porter notamment sur les accouchements inopinés. En tout cas, on est ravis de t'accueillir et on va te laisser la parole et je vais passer les diapositives chaque fois que tu me le diras, en essayant de ne pas me tromper cette fois. Voilà. Non, ça devrait aller. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Marion. Je suis sage-femme et infirmière puéricultrice à l'hôpital et formatrice chez les pompiers, marins et sapeurs depuis 4 ans maintenant. Donc, le but de cette soirée, c'est un peu de démystifier l'accouchement aussi, que ça réponde à un maximum de questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas, je réponds à tout. Donc, on va commencer avec déjà la définition de l'accouchement inopiné, hein. Donc, on appelle accouchement inopiné l'acte de mettre au monde un nouveau-né à quel endroit? Et donc, ils répondent aux questions et c'est parti. Alors, ça se joue entre deux sujets. Il y a hors d'une maternité et hors de l'hôpital, à 38%, 42% pour l'un et pour l'autre. Donc, vraiment, du coup, la coude à domicile à 2% et dans la rue à 17%. Grosso modo, en fait, un accouchement inopiné, c'est clairement hors d'une maternité, parce que si vous êtes dans un hôpital où il n'y a pas de maternité, ça vous avance pas beaucoup, en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment tous les lieux possibles et inimaginaux, hein. Ça peut être les ascenseurs ou autres, hein, aussi, donc hors de la maternité. Donc on va pouvoir passer. Donc on va voir d'abord dans un premier temps le bilan de la femme enceinte et puis après l'accouchement en lui-même. Au niveau donc du bilan de la femme enceinte, tu peux passer. Il y a des premières questions hyper importantes que nous, on attend d'ailleurs en tant que sage-femme dans les maternités. C'est vraiment les questions les plus importantes pour tout ce qui concerne le critère d'urgence et savoir si on transporte ou pas. Donc, les questions qui sont marquées là, c'est vraiment les toutes premières questions à poser aux mamans, notamment si elles sont en train de pousser à domicile et qu'on n'a pas le temps de faire le bilan complet. Donc déjà, alors la date et le lieu prévu d'accouchement, on va le voir juste après en détail. Mais bien sûr, il faut savoir s'il est prématuré ou à terme, c'est essentiel pour la suite de la prise en charge. Ensuite, je vous ai mis les mouvements du fœtus. Pourquoi? C'est plus pour vous préparer psychologiquement, parce qu'en soi, la prise en charge va être strictement la même pour vous pour la suite. Mais le risque, c'est quoi? C'est le risque de mort fétale, notamment lorsque vous avez des accidents de la voie publique ou si vous êtes face à des violences, hein. C'est surtout ça. Donc, il faut toujours lui demander si elle ressent son bébé bouger. Bon, bien sûr, si elle n'a jamais senti depuis le début de la grossesse, c'est juste que c'est trop tôt dans le terme, hein, donc pas d'inquiétude. Par contre, si elle le sentait bien bouger, que ce jour-là, elle le sent pas du tout ou un petit peu, à se méfier, vous risquez peut-être d'être en face d'une mort fétale. Donc, en soi, ça ne changera rien. Surtout, on ne le dit pas à la maman parce que ça se trouve, le bébé, il va bien, hein, derrière. Mais par contre, si jamais vous faites une réanimation, vous savez que vous êtes face à un mort-né. Donc, c'est vrai que psychologiquement, c'est quand même plus facile à accepter. Et nous, c'est arrivé à Miramas. C'est pour ça que je préfère quand même vous le dire. Ensuite, question que vous vous posez sûrement, ça, je ne m'inquiète pas, c'est les contractions. Donc, les contractions, le problème, c'est que c'est assez aléatoire, hein. Ça peut durer quelques heures ou quelques jours. Donc, ce qui va vous intéresser, c'est depuis quand elle a des contractions, puisque plus ça fait longtemps, plus il y a un risque qu'elle accouche. La régularité, tant qu'elles sont irrégulières, elle n'accouchera pas, ça c'est sûr. Il faut vraiment qu'elles soient régulières. Et la fréquence, tous les combien, c'est hyper important.
forcément, quand elles vont être plus rapprochées, il y a un risque qu'elles accouchent, en général, avec un intervalle de moins de 5 minutes. Ce qui va vous aider aussi, que je n'ai pas mis là, ça va être la douleur, l'évolution de leur intensité. N'hésitez pas, dans les toutes premières questions, à lui demander le VA de 0 à 10. Bon, c'est très probable qu'elle vous réponde 10, hein, parce que surtout les premiers, quand elles ne connaissent pas, elles savent que c'est hyper douloureux. Mais après, quand vous avez fini votre bilan, par exemple, vous lui reposez la question. Bon, si elle vous dit non, c'est toujours pareil, ça va, on a globalement le temps de transporter. Si par contre, elle vous dit 30 à cette fois-là, bon, vous savez que ça évolue, se méfier, quoi. Voilà, donc c'est surtout ça qui va vous aider. Question suivante, hyper importante, ça va être les pertes de sang. Et pitié, demandez à la mère de regarder les pertes de sang, savoir ce que c'est. Si vous êtes face à des traces de sang, si vous êtes face à une maman qui a un liquide rosé, si vous avez le bouchon muqueux, les fameuses glaires un peu marronasses qui ne sont pas très appétissantes, tout ça, on s'en fiche complètement. C'est juste le col qui est très vascularisé en fin de grossesse. Il va saignoter forcément parce que du coup, il suffit qu'il y ait du liquide ou qu'on l'ait touché par un rapport sexuel, par le toucher vaginal, un prélèvement, même 3 jours avant, et ça va saignoter un peu, ça, c'est pas grave. Par contre, si elle perd du sang rouge hémorragique comme des règles, ou que vous voyez que pendant votre intervention, elle a déjà changé de protection, à ce moment-là, il y a de grandes chances que ça soit un décollement du placenta et c'est une urgence vitale pour la mère et l'enfant. Donc, quand elle vous dit « je perds beaucoup de sang », vérifiez quand même. Voilà. Si c'est un petit peu, pas d'inquiétude, c'est juste le col qui se modifie. Il n'y a pas de risque pour vous. Ensuite, vous avez les pertes de liquide. Donc, la perte de liquide, pourquoi c'est important? C'est notamment pour le risque d'infection, parce que qui dit infection dit réanimation du nouveau-né derrière. Pour cela, toujours poser la question, l'heure de la rupture, pour savoir depuis quand, puisqu'il y a un plus gros risque d'infection si ça fait 4 heures que si c'est instantané. Et ensuite, ce qui va vous aider, c'est la couleur. Normalement, le liquide amniotique, il est clair comme de l'eau de roche, hein, et il n'y a absolument aucune odeur. Si à un moment donné, vous avez un liquide qui est un peu jaunâtre ou verdâtre, voire avec des morceaux, ça veut dire que soit il y a eu une infection auprès du bébé, soit c'est une souffrance qui est venue, alors ça peut être avant ou ça peut être le jour J, mais à ce moment-là, c'est un bébé qui a utilisé son énergie pour lutter contre quelque chose, donc c'est un bébé plus fragile qui a gros risque de réanimation derrière. Donc, c'est pour ça qu'il faut le garder en tête facilement. Si par contre, vous avez du liquide rosé, c'est juste des petites traces de sang qui se sont passées en même temps que le liquide passe à travers le col. Donc ça, par contre, pas d'inquiétude. Ensuite, vous avez le nombre d'accouchements. Donc, on dit la parité, c'est le nombre d'enfants qu'elle a, cette dame. Donc, à ce moment-là, pourquoi ça vous intéressait? Parce que forcément, il y a plus de risques qu'elle accouche à domicile si elle en est au 3e que si elle en est au 1er. Sachant que ce n'est pas une science exacte, étant donné que moi, alors bon, l'accouchement le plus rapide, c'est un 14e, forcément. Elle a éternué, c'était bon, il était là. Mais par contre, la deuxième plus rapide, c'est un 1er, hein, que j'ai fait à l'extérieur dans la cour de la maternité. Donc, bon, ça ne veut rien dire. Et son travail a duré exactement 2 heures. Voilà, donc se méfier aussi. Hein, on ne prend pas que ça comme idée. Et ensuite, vous allez avoir toutes les particularités de la grossesse qu'on va revoir tout à l'heure. Donc, tu peux passer la diapo. Du coup, question sur le terme spécifique. Donc, à partir de quand on parle d'enfant en prématuré? Et bonsoir à ceux qui arrivent maintenant. Toujours surprenant de voir autant de monde se battre sur les sondages, dans les pourcentages. On a au coude à coude 43% qui disent avant 36 semaines d'aménorrhée, 37% qui disent avant 37 semaines d'aménorrhée et environ entre 10 et 15% pour avant 41 et entre 37 et 41 semaines. Ok. Bon, alors un enfant prématuré, c'est avant 37. Alors, on peut passer la diapo. Ce qui est en fait, le plus important à retenir pour vous, parce que je me doute bien que des fois, les semaines d'aménorrhée, on ne sait pas à quoi ça correspond. En fait, ça correspond à tout le 9e mois. Un bébé à terme, c'est tout le 9e mois de 37 à 41 semaines aménorrhées. Donc, tous les prémas, c'est avant 37. Du coup, d'où la réponse.
La date du terme, la date du jour J, ça va correspondre à 41 semaines. Mais en fait, le bébé est à terme un mois avant, puisqu'il est complètement formé, les poumons vont bien, il est capable de se réchauffer. Donc, c'est un bébé qui ira bien. Le seul truc qui prend le 9e mois, en fait, c'est du poids. Donc, c'est pour ça, c'est des bébés qui potentiellement iront bien. Bien sûr, quand ils sont plus proches de 37 semaines, il y a un peu plus de risque qu'ils s'adaptent mal au niveau température ou au niveau des poumons, mais ils sont complètement formés. Un terme à retenir quand même, à garder en tête, ça va être cette histoire de 34-35 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 15 jours avant début 9e mois. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce terme-là que le bébé développe le surfactant, qui est le liquide qui permet de garder les alvéoles pulmonaires ouvertes. Conclusion, tous les bébés qui naissent avant ce terme-là, ils sont incapables physiologiquement de respirer tout seuls, puisqu'à chaque fois qu'ils vont vider leurs poumons, ils vont se retrouver avec des alvéoles collabées. Pour le coup, ces bébés-là, vous allez vous retrouver dans une réanimation qui va s'arrêter à la ventilation, plus ou moins d'oxygène, ça dépend un petit peu de chaque enfant. Et dès que vous allez arrêter de ventiler, ils vont décompenser. Puis dès que vous ventilez, ils vont très bien. Bon, ben, ces bébés-là, il suffit de les remettre contre leur maman, les ventiler avec pas loin de leur maman. Et puis, ben, arrivé à la maternité, nous, on leur mettra du surfactant artificiel, hein, qui est le CuroSurf. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de savoir, mais après, ça ne veut pas dire qu'ils iront mal forcément, mais bon, vous verrez que vous allez avoir une ventilation un peu indéfinie, quoi. Voilà, donc ça, c'est le terme à retenir un petit peu. Et juste pour vous signaler, le seuil de la viabilité officielle, c'est 22 semaines d'aménorrhée et ça dépend du poids du bébé. Je ne vous ai pas marqué le chiffre, on s'en fiche. Sachant que nous, en maternité et encore dans des grosses matères, pas la mienne, on récupère les enfants aux alentours de 24 semaines, ce qui correspond au début 6e mois. Et c'est vraiment vers 25-26 que les enfants ont le moins de séquelles. Si on les récupère au bout de 24, ils ont quand même pour une grande majorité de grosses séquelles derrière. Donc, c'est pour ça que si vous avez un bébé à ce terme-là qui naît, ça c'est arrivé il n'y a pas longtemps à Châteauneuf-les-Martilles, ne vous en faites pas si vous le perdez. Cet enfant, il est arrivé un peu trop tôt au mauvais endroit, mais concrètement, enfin voilà, c'est un terme où en extra-hospitalier, il est rare de les récupérer et qu'ils soient en forme derrière. Donc voilà, vous acharnez pas sur des termes comme ça. Ça sert à rien. Bien sûr, on va faire la réanimation, mais sans s'acharner, ça sert à rien. Voilà. Donc on verra si vous avez des questions sur le terme parce que ça fait beaucoup d'infos. Et pour les particularités de la grossesse, donc ça sont tous les éléments spécifiques, justement, donc c'est les questions que vous allez poser quand vous avez le temps de les poser. Voilà, que vous n'êtes pas en train de faire pousser. Donc, ce qui va vous intéresser, bon, le nombre d'accouchements, on l'a déjà vu en fait, mais ça va être le nombre de grossesses et le déroulement de tout ça. Donc, savoir si elle a eu des antécédents, d'hémorragie, des choses comme ça. S'il y a des malformations pendant la grossesse, des pathologies, comme les plus importantes, c'est le diabète, l'hypertension la plupart du temps, parce que toutes ces maladies-là, ben, ça peut entraîner des bébés fragiles égal risque de réanimation. Après, ben, le type de présentation, hein, ça peut être intéressant de savoir si c'est une tête, un siège ou une épaule, on reverra tout à l'heure. Si elle a des traitements, voilà, en cours, alors soit pendant la grossesse, soit d'une pathologie d'avant. Le lieu prévu de l'accouchement, ça peut toujours aider, en effet, pour savoir où elle est suivie ou éventuellement pour avoir des infos. Et le type d'accouchement prévu. Si c'est une césarienne prévue, demandez toujours pourquoi c'est une césarienne prévue, parce que suivant ce que c'est, par exemple, si c'est la présentation par l'épaule, ben là, en fait, vous n'avez pas le choix, hein, il va falloir transporter, hein, à part s'il s'est tourné, mais vous le verrez que s'il apparaît à la vulve, quoi. Voilà, on peut passer. Alors, quels sont les signes d'un accouchement imminent? Alors, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le lancer. Ah, mais il a déjà été lancé. Non. Tac, tac, tac. Ah, je sais pourquoi. Hop. Là, voilà, c'est bon. Ça leur a permis de réfléchir en attendant. C'est ça. Alors, on a une majorité, si je puis dire, de 75. Alors, je crois qu'il y avait plusieurs réponses possibles, donc le total fait plus de 100%. Mais on a en gros 75% des personnes qui ont coché des douleurs abdominales régulières et rapprochées de moins de 5 minutes. On a 46% de personnes qui ont répondu la rupture de la poche des os, 53%
l'envie de pousser et 5% l'apparition de douleurs abdominales. Ok. Bon, alors du coup, ça va être l'envie de pousser, les douleurs abdos régulières et rapprochées. Donc, on va le voir juste après sur la diapo. Donc, pour les signes d'accouchement imminent, c'est la diapo qui va être la plus intéressante pour vous, très concrètement, pour savoir est-ce qu'on transporte ou pas, ou est-ce qu'on attend un médecin, hein, très concrètement. Déjà, bon, bien sûr, le signe d'accouchement le plus évident, mais qu'on ne vous a pas mis, bien sûr, l'apparition du bébé à la vulve. Donc, ça peut être soit les fesses, soit les pieds, soit la tête. Voilà, ça dépend dans quel sens il se trouve. Donc, bien sûr qu'on est dans ce cas-là, on s'installe rapidement pour les efforts expulsifs. Après, le signe qui va être vraiment le plus évident, c'est l'envie répressive de pousser ou la dame qui vous dit qu'elle a envie d'aller à la selle. Pourquoi? Parce que le bébé, en descendant dans la voie vaginale, en fait, il racle le rectum. Et donc, la maman, en fait, elle a la même impression que pour aller à la selle. Donc, conclusion, dès que votre bébé descend et qu'elle a envie de pousser, il faut s'installer, on ne part pas là. Là, franchement, on attend le médecin et on regarde. Et si le bébé apparaît la vulve, à ce moment-là, on va commencer les efforts expulsifs. Jamais avant. Tant que vous ne voyez rien apparaître, on ne pousse pas. Mais ça, c'est vraiment bon, les deux signes évidents où on ne transporte pas. Après, derrière, sont des signes un peu plus difficiles en fait à associer. Donc déjà, contraction ou douleur abdos. Alors pourquoi je vous ai mis douleur abdos? Ça, c'est pour les conditions de déni de grossesse ou les premiers bébés, par exemple, où les dames ne savent pas que ce sont des contractions. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à demander à la dame si vous pouvez poser une main sur son ventre. Une contraction, ça devient vraiment dur comme de la pierre. Hein. Vous avez un ventre dur, dur, dur pendant 1 minute à peu près. Et puis après, ça devient tout souple. Donc, si vous voyez que ça vient, ça part comme ça, bon, ben, ce sont bien des contractions. Donc, quand vous êtes face à un déni de grossesse, ce sera le diagnostic que vous aurez, ce sera ça. Si elles sont régulières et rapprochées de moins de 5 minutes, la plupart du temps, ça va aider à accoucher, sachant qu'elles peuvent avoir ça pendant plusieurs heures en fait. Donc, ça va être ça associé à l'envie de pousser. Tant qu'elle n'a pas l'envie de pousser, très concrètement, vous pouvez avoir le temps de transporter. Bon, à part si vous êtes à 2 heures, à voir un peu avec le médecin. Mais sinon, si vous n'êtes pas loin, tant qu'elle n'a pas l'envie de pousser, vous pouvez tenter de balader. Si vous avez la rupture de la poche des os qui survient alors que les contractions sont régulières et rapprochées et qu'à un moment donné, la poche se rompt, à ce moment-là, ça veut dire que le bébé, en fait, exerce une pression en descendant. Donc, pour le coup, la poche s'est rompue, ça peut précipiter les choses. Sachant que la rupture en question, ça peut rester ouvert pendant plusieurs heures comme ça, hein, puisque si le bébé était un pot, mais qu'elle n'a pas l'envie de pousser, pareil, ce n'est pas un signe d'accouchement imminent. Hein. Donc, la rupture, oui, mais à condition qu'elle ait contraction rapprochée et l'envie de pousser. Vous avez un deuxième cas de figure, c'est que la rupture spontanée de la poche des os, elle peut se faire avant le début des contractions. Et en fait, c'est cette rupture-là qui va libérer une hormone qui va déclencher le travail. Donc à ce moment-là, zéro risque d'accouchement. Hein. Il y a des dames qui d'ailleurs ne déclenchent pas là, du tout l'accouchement et qui restent avec leur poche des os rompue pendant 2-3 jours et qu'on est obligé de déclencher artificiellement. Donc voilà, donc vraiment, signe d'accouchement imminent, l'apparition de quelque chose à la vulve et l'envie de pousser qui va vous aider, associé à des contractions, bien sûr. Petite diapo sur le score de Malinas, pour information. Sachez que c'est hyper difficile en fait de l'utiliser. Moi, j'ai utilisé sur mes patientes. En fait, ça marche pas. Hein, ça marche un coup sur deux parce que déjà, bon, il manque en fait l'envie de pousser qui est vraiment maîtresse en premier lieu. Et après, la durée de contraction, en vrai, ça veut rien dire. Il peut y avoir des mamans qui ont des contractions hyper longues et du coup qui accouchent pas du tout. Et il y en a qui ont des contractions qui durent 30 secondes. On pousse une fois pendant la contraction et en fait, elles accouchent comme ça. Donc, c'est pour ça que vaut mieux retenir la diapo précédente que d'essayer d'utiliser ce score. C'est plutôt la régulation éventuellement qui vont s'aider là-dessus. Mais sinon, enfin, oubliez-le pour vous, quoi. Ça ne va pas vous aider. On peut passer. Alors, prochaine question. Pour le transport, dans quelle position doit-on transporter une femme enceinte ? J'en profite quand même pour vous rappeler que vous avez en avant-première cette présentation, puisque l'accouchement inopiné sera au sujet de la formation continue 2025 pour les PSE, fin 2024 pour les formateurs. Donc là, vous êtes en avant-première sur la présentation sur l'accouchement inopiné. Vous êtes des VIP, vous les 447 personnes qui nous regardent. Alors,
On a 44% de personnes qui disent allonger sur le côté, de préférence sur le côté gauche et ceinturé, 37% sur les dos, jambes pliées, 24% allongés sur le côté gauche et 10% sur le dos. Ok. Alors, très clairement, allonger sur le côté gauche, c'est l'idéal. Une maman, fin deuxième trimestre et troisième trimestre, se retrouve avec un bébé qui commence à avoir un poids conséquent, donc de 2,5 kg, 3 kg. Conclusion, en fait, quand elle va se retrouver sur le dos, le bébé va écraser complètement la veine cave, donc qui est le vaisseau qui permet de remonter le sang jusqu'au cœur. Donc, vous allez vous retrouver avec des malaises vagos à répétition. Pour éviter ça, il faut que la mère se tourne sur le côté gauche pour que le bébé tombe à droite sur l'aorte, qui lui est un vaisseau qui est dur et qui pulse et qui ne peut pas s'écraser. Sachant que, bien sûr, une dame qui ne se sent pas bien sur le côté gauche, on ne la laisse pas comme ça. Après, des fois, suivant comment se place le bébé, il y en a qui seront mieux sur le dos. Alors, rarement sur le dos quand même. C'est plus en demi-assis d'ailleurs, parce que sur le dos, en général, elles font le malaise, mais direct. Enfin, ça nous arrive quand on fait les touchés vaginaux. Donc ça, hyper important sur le côté gauche. Si vous ne pouvez pas la ceinturer correctement sur le côté gauche parce que c'est compliqué dans votre situation, n'hésitez pas à lui mettre quelque chose sous la hanche droite pour que le bébé tombe à gauche, ou il y a quelqu'un qui tient un peu le ventre si vous voyez qu'elle perd un peu connaissance ou que elle vous dit « je ne vais pas bien ». Voilà, ça peut être une alternative, c'est juste pour libérer la veine cave. Ensuite, hyper important de la ceinturer, bien sûr, donc ça passe en priorité. Je sais que dans les nouveaux VSAV, maintenant, on ne peut pas clipser les brancards dans les deux sens. C'est plus possible. Donc, ce que je dis toujours, c'est de mettre la maman dans le sens habituel. Vous mettez la maman donc le sens inverse de la marche. Et puis, si jamais à un moment donné, vous êtes amené à vous installer pour l'accouchement, vous prenez 2 secondes entre deux contractions pour la tourner de 180 degrés. Si elle n'y arrive pas, c'est pas grave, on l'aide. Voilà, la contraction, elle dure 1 minute et en général, il y a 2-3 minutes d'attente entre deux contractions. Donc, on a largement le temps de lui faire un demi-tour. Voilà, mais par contre, pour le transport, tant qu'on ne s'installe pas, on l'installe normalement, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, surveillez bien et demandez régulièrement si elle n'a pas envie de pousser, parce que les vibrations de la voiture, ça accélère drastiquement le travail. Donc, vous n'êtes pas à l'abri de le faire dans le véhicule. On peut passer. Pour l'accouchement, donc déjà, rapide théorie. Est-ce que vous savez quelles sont les différentes étapes de l'accouchement ? Alors, ils étaient unanimes pendant quelques secondes, là ils sont en train de bouger petit à petit. Bon, en tout cas, une majorité écrasante de 83 personnes, 2 personnes, 1 personne, vous disent le travail, l'expulsion, la délivrance. Là où on a 11% pour le travail, la sortie, la délivrance, 5% pour la douleur, la délivrance et l'expulsion, et bizarrement 4% pour le travail, l'expulsion et le bonheur. D'accord. Alors, bon, bien sûr, travail, expulsion, délivrance. Donc, le travail, c'est ce qui correspond à toute la préparation physiologique pour faire disparaître le col, donc sur les contractions. L'expulsion, c'est la naissance du bébé. Et la délivrance avec la sortie du placenta. Donc, la délivrance, c'est vraiment la partie de l'accouchement qui est la plus à risque de décès pour la maman. Donc, c'est hyper important de ne pas l'oublier. Donc, c'est encore la principale cause de décès maternel en France et dans le monde. Donc, c'est vraiment hyper important d'y penser, sachant que les hémorragies de la délivrance, c'est 5% des accouchements et ça arrive quand même énormément avec les accouchements en extra-hospitalier parce que souvent, vous avez tendance à ne pas faire la délivrance, le placenta reste longtemps dedans et quand il reste quelque chose dans l'utérus, en fait, ça l'empêche de se contracter et donc ça se met à saigner. Donc, c'est vrai qu'il est hyper important vraiment cette délivrance. Alors, quand vous faites l'accouchement, ça va, vous pouvez tenter de transporter, de la faire après la maternité. Par contre, si vous arrivez que le bébé est déjà né, demandez bien l'heure de naissance pour savoir à quel moment il va falloir délivrer. Voilà, parce que c'est là que c'est le plus à risque souvent. On peut passer. Dans le travail, vous avez donc le début des contractions, les contractions qui deviennent de plus en plus intenses et de plus en plus régulières. Ça va permettre d'ouvrir la partie basse de l'utérus qui s'appelle le col. Donc, vous avez l'image en haut pour savoir exactement ce que c'est.
Et à un moment donné, donc, vous aurez la rupture de la poche des os, donc soit avant, soit pendant le travail. Alors des fois, elles ne seront pas du tout, c'est extrêmement rare, sont les bébés coiffés, donc pas d'affolement, c'est pas grave. D'où le fait que c'est pas un signe d'accouchement imminent, la rupture. Hein. Voilà. Vous dites pas, il n'y a pas de rupture, c'est bon, je suis tranquille. Non. D'ailleurs, j'en ai eu un il y a 2 jours qui est né dans sa poche. C'était très beau. Voilà, donc sachez-le, c'est pas une référence. Et le travail, donc ça peut durer plusieurs heures. Enfin bon, la plus rapide, moi, voilà, ça a duré 1 heure, jusqu'à plus de 24 heures, voire 2 jours des fois. Voilà, donc c'est extrêmement long. On peut passer. L'expulsion, donc c'est la descente de la présentation fétale vers le vagin. Donc soit c'est la tête, le plus courant, soit c'est les fesses ou les pieds. À partir du moment où il y a une apparition du bébé à la vulve, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir pousser. Jamais avant, ça ne sert à rien. Et vous aurez donc la sortie progressive sous l'effet des contractions et des efforts expulsifs. Donc la durée, bon, ça peut être un éternuement, voilà, pour les plus rapides, jusqu'à 30 minutes. Au bout de 30 minutes, si le bébé n'est pas là, c'est qu'il est coincé, il va falloir faire quelque chose. Donc il faut soit se repositionner, soit manœuvrer, mais il faut faire quelque chose au bout de 30 minutes. C'est pas normal que ça vienne pas, sachant que vous avez commencé les efforts expulsifs avec le bébé que vous voyez à la vulve. Hein. Voilà. On peut passer. Une fois expulsé, donc vous vous retrouvez avec un bébé qui est relié au cordon ombilical. Attention, le cordon, il peut être court et il ne faut surtout pas tirer dessus. Si vous tirez dessus, le risque, c'est de le rompre. Donc là, vous êtes content, vous avez l'hémorragie des 2 côtés. Donc, cas simple, hein, on clampe les 2 le plus rapidement possible. Voilà, mais bon, si on se l'évite, c'est toujours mieux. Et le deuxième truc, c'est que si vous tirez sur le cordon, vous risquez de décoller manuellement le placenta. Problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour se décoller, en fait, l'utérus se contracte, il décolle le placenta et en même temps, il collabe les vaisseaux au fur et à mesure, ce qui évite l'hémorragie. Mais si vous décollez vous-même, l'utérus reste non contractile et donc, du coup, vous avez l'hémorragie cataclysmique que vous avez provoquée vous-même. Donc, surtout, on ne tire pas sur le cordon. S'il est un peu court, c'est pas grave, on pose bébé au niveau du bas du bassin, on fait les soins du cordon, on le coupe et après, on le remontera au-dessus des seins de la maman. Voilà, il n'y a pas d'urgence et il faut dire à la maman, attention, le cordon est court, 2 minutes, je m'occupe du cordon avant de vous le passer, quoi. Voilà. Pour la présentation, la plus fréquente, c'est la présentation céphalique, c'est-à-dire la tête la première, sachant qu'en règle générale, il regarde vers le sol. Des fois, il peut regarder en l'air, ça arrive. La seule différence, c'est que les efforts expulsifs vont être un peu plus longs parce que c'est moins physiologique, mais ça passe. D'autres présentations, le siège, donc qui est plus compliqué parce que la plus grosse partie sort en dernier, c'est la tête. Mais ça passe en règle générale. Et vous avez l'épaule, donc on en parlait tout à l'heure, ça c'est une césarienne, c'est impossible d'accoucher à la présentation de l'épaule, donc ça fait vraiment un bébé dans son hamac. Quand vous regardez le ventre des dames, elles ont le ventre qui est hyper allongé, et vous voyez le bébé dans le hamac, hein, c'est très rigolo. Bon, à ce moment-là, de toute façon, ils le savent, hein, césarienne programmée, et à part si bien sûr vous avez un bébé de 5 mois. Bon, là, forcément, 25 semaines, il passera. Hein. Voilà. On peut passer. Je vous ai mis quand même quelques images de la vraie vie, s'il y en a qui n'ont pas fait d'accouchement, ce que je pense. Toute première image. Là, ce que vous voyez, donc la partie entre le bas de la vulve et le sphincter anal, donc ça, c'est le périnée de la dame, c'est le plus important à préserver. Donc pour ça, il va falloir freiner la sortie du bébé qui sort un peu en bouchon de champagne. Donc grosso modo, en fait, quand la dame, elle pousse au départ, la tête ne vient pas et puis à un moment donné, ça sort tout seul. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir freiner pour qu'il sorte délicatement et qu'il ne sorte pas en boulet de canon. Le risque, c'est quoi? C'est que la dame se déchire complètement, y compris jusqu'au sphincter. Et en fait, si ça touche le sphincter et que ça le coupe, c'est là que les dames peuvent être incontinentes à 21 ans, si elle accouche à 21 ans. Parce que même en suturant, en fait, on n'est pas bon. Le sphincter ne reprend jamais sa bonne tonicité. Par contre, si vous freinez, vous pouvez avoir des déchirures très impressionnantes qui vont jusqu'au sphincter. Ça arrive régulièrement, notamment des dames qui font de l'équitation et qui ont un périnée tonique. Mais si ça ne touche pas le sphincter, en fait, rien que le fait d'avoir suturé, elles vont hyper bien cicatriser et franchement, il n'y a pratiquement aucune séquelle. Sachant que naturellement, une femme se déchire sur au moins 1 centimètre. Donc, vous étonnez pas, tous les accouchements que vous allez avoir une déchirure. Ces déchirures d'ailleurs là, de 1 centimètre, des fois on les suture même pas. Hein. C'est vraiment, ça se refait tout seul, la nature est bien faite. Après cette phase-là, le bébé sort en général tout seul quand il n'est pas bien gros. Donc, vous avez la sortie de la tête. Après, vous avez les 2 épaules qu'on va pouvoir aider s'il est à terme. En fait, s'il fait un poids à peu près de 3 kilos, il va falloir l'aider pour être sûr qu'il ne bloque pas d'un côté ou de l'autre.
Donc, il y aura toujours l'épaule du haut, après l'épaule du bas, et après, on met le bébé en peau à peau et on est content parce qu'il va bien. On peut passer. Troisième étape, donc surtout, on a dit à ne pas oublier, c'est la délivrance avec le décollement spontané et la sortie hors de l'utérus, donc du placenta et du cordon. Ça se passe dans les 30 minutes après l'expulsion, vraiment dernier carat, 40 minutes. Donc au bout de 30 minutes, s'il n'est toujours pas là, il va falloir faire quelque chose, on va le voir tout à l'heure en pratique. Et pareil, par contre, on ne tire jamais sur le cordon. On peut passer. On passe à la pratique maintenant. Donc déjà, on va parler de l'installation. L'installation, c'est la partie la plus importante d'un accouchement, mais vraiment, si vous êtes mal installé, vous êtes quasi sûr que votre bébé va se coincer quelque part. Donc vraiment, mieux vous êtes installé, mieux c'est. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous transportez une maman, prenez le temps d'être bien installé quand même avant de débuter les efforts expulsifs. Alors, vous avez 2 cas de figure. Soit vous arrivez sur intervention, la dame, elle est en train de pousser dans une position X ou Y. Ça peut être debout, accroupie, à 4 pattes, allongée sur le côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il y a plein de trucs. Hein, ça dépend un peu de là où elle est. Surtout, vous la laissez faire. Vous lui posez les questions en même temps, là, entre 2 contractions. Vous la laissez faire et vous attendez de voir. Si le bébé naît dans les 30 minutes, on est bon. Par contre, si vous arrivez aux 30 minutes et que le bébé n'est pas là, si vous avez une maman qui est complètement paniquée, qui ne sait pas comment elle doit se mettre, ou que vous n'arrivez pas à communiquer avec elle, n'hésitez pas à la mettre en position gynéco, donc comme sur la photo. Sachant que c'est une position qui est très très dystocique, c'est-à-dire que si on est mal installé comme ça, en fait, vous êtes quasi sûr de coincer l'épaule de l'enfant. Donc, il faut vraiment l'installer correctement dans cette position, sachant qu'il y a 3 règles. Déjà, il faut qu'elle ait les fesses au bord de quelque chose. Donc, ça peut être un lit, ça peut être votre brancard, ça peut être une table, ça peut être rien qu'une chaise. Et des fois, il y en a qui se mettent sur des chaises un peu larges. Donc, ça, surtout, c'est hyper important qu'elle ait les fesses qui soient au bord et dépassant un peu dans le vide. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre bébé, il sort dans l'axe. Là, si vous regardez, en fait, il sort vers les jambes du secouriste qui est à genoux. Donc, conclusion, le pire du pire, c'est quand vous vous retrouvez dans un lit avec un matelas mou. Au moment, en fait, où le bébé va sortir son épaule du haut, physiologiquement, il va baisser la tête et il va même accentuer le mouvement au maximum pour baisser et passer à travers la symphyse pubienne, donc qui est l'os qui nous gêne, en fait, l'os qui est devant le bassin. Et à ce moment-là, en fait, quand vous allez vouloir manœuvrer pour le sortir, puisqu'il va falloir le décoincer, vous n'aurez pas la marge de manœuvre pour bien appuyer sur sa tête pour lui libérer cette épaule. Donc, vous n'allez pas vous en sortir. Et en plus, physiologiquement, il va se coincer alors qu'il aurait pu ne pas se coincer. Donc, ça, il faut vraiment y penser au bord. Si jamais vous êtes par terre, parce que par exemple, elle poussée à 4 pattes par terre, vous la retournez, vous lui mettez quelque chose sous les fesses. Au moins, elle a 10 cm à peu près de marge et le bébé ne restera pas coincé. Et on est bon. Deuxième règle, il faut qu'elle ait les jambes en hyperflexion totale, mais vraiment au maximum. Pareil pour cambrer le moins possible, parce que si elle cambre, la symphyse pubienne va se retrouver au milieu du passage et donc le bébé va se bloquer l'épaule. Plus elle est en boule, mieux c'est. Donc, c'est vrai que la tête surélevée et cuisse en flexion, on est bon. Par contre, bien sûr, entre 2 contractions, essayez de lui trouver un endroit où elle peut poser ses jambes. Donc, quand on est dans le VSAV, ça sera sur la personne qui fait l'accouchement, pour pas qu'elle tétanise. Parce que vous imaginez bien que pousser pendant 30 minutes en gardant ses jambes fléchies, au bout d'un moment, on tétanise et on perd totalement la force pour faire sortir le bébé. Donc, ça, pensez-y. Et dernière chose, celui qui fait l'accouchement, toujours à genoux. Au moins, vous êtes sûr d'être dans le bon axe pour sortir cet enfant. Parce que si vous êtes debout, naturellement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vouloir monter l'enfant pour le mettre direct sur la maman. Et donc, du coup, il va se coincer soit l'épaule, soit les fesses. Donc, sachez qu'un bébé ne peut pas se coincer par les fesses, c'est pas possible. Donc, si vous êtes coincé, c'est juste parce que vous êtes monté trop tôt et qu'en fait, il s'est coincé la hanche contre la symphyse. Donc, c'est pas grave, on reva vers le sol pour après remonter. Vous allez voir, ça sort tout seul. Alors, dès qu'on a installé correctement la maman comme ça, on va installer tout notre matériel. Donc là, on vous a fait une liste exhaustive de tout le matériel pour s'occuper de la maman et s'occuper de l'accueil d'un nouveau-né qui va bien. En parallèle, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un de l'équipe qui se détache et qui prépare le côté nouveau-né. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais comment un bébé va apparaître à la naissance. Il suffit qu'il soit coincé, qu'il y ait un cordon autour du cou, n'importe quoi. Et en fait, vous risquez peut-être d'avoir une petite réa. Donc, toujours on prépare. Donc, là, on vous a mis pareil la liste de ce qu'il faut pour la réa.
Pensez, si possible, à mettre ce coin d'accueil pas trop loin de la maman et si on peut dans la même pièce que la maman. Pourquoi déjà? S'il y a une complication chez les deux, donc l'hémorragie d'un côté et la réanimation de l'autre, ça va aider le médecin ou l'infirmier à ne pas courir partout. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis pas dans 2 pièces trop éloignées parce que sinon c'est compliqué d'avoir l'œil sur les deux patients. Et ensuite, ce qui va être important, en fait, c'est que les parents voient la réanimation. C'est essentiel. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, pendant que vous faites la réanimation, les parents, ils vont pouvoir faire leur deuil. Et éventuellement, s'il y a des grosses séquelles ou que, malheureusement, le bébé décède, en fait, ils ont déjà commencé leur deuil. Donc, les psychologues nous disent bien que c'est hyper important que les parents soient proches. Par contre, ce qui est hyper compliqué, des fois, c'est le papa qui vient nous embêter et tout. La mère, en général, elle ne bouge pas de son lit. Mais le papa, c'est compliqué. Il faut toujours, de toute façon, lors d'une réa, qu'il y ait 2 personnes, ou plus si vous êtes plus, mais qui s'occupent de la réa, et une, pareil, qui ne s'occupe que de la maman. Il fait que ça. Donc, cette personne-là, elle va surveiller la délivrance, elle va surveiller qu'il n'y ait pas le risque d'hémorragie, et en même temps, elle va découvrir ce que les collègues font, et ça va permettre que le papa, il se canalise parce que, justement, on leur parle en direct et on leur raconte ce qui se passe en direct. Donc, ça, c'est hyper important. Si vraiment, par contre, il vous embête, il est au milieu et vous n'arrivez pas à le canaliser, ou le reste de la famille d'ailleurs, on sort tout le monde, c'est pas grave, on les met dehors. Voilà. Mais sinon, au maximum, essayez de garder les parents lors d'une réanimation. Ah, excuse-moi. Voilà, on y vient. Donc, ces petites vidéos pour vous montrer la position qu'on avait l'impression que c'était idéal dans un VSAV. Voilà. Alors, pensez bien, avant de répondre au questionnaire, la règle d'or, c'est le froid pour cet enfant. Donc, quand vous installez quelque part pour l'accouchement, pensez bien à éteindre les clims réversibles, les ventilos, à fermer les fenêtres. Un enfant, il ne fait qu'une chose à la fois. Donc, conclusion, quand il a froid, il ne respire pas. Donc, vous allez vous retrouver avec une réa. Donc, hyper important de penser au froid et là où vous faites l'accouchement, et pensez aussi au VSAV derrière quand vous allez transporter, parce que si vous transportez votre enfant et qu'il fait moins 15, forcément, vous allez vous retrouver avec l'AREA pendant le transport. Donc ça, pensez-y bien au froid. Et donc, du coup, on passe à l'expulsion. C'est l'occasion de boire un petit verre d'eau, Marion, si tu le souhaites. C'est exactement ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit le sentir. Oui, c'est ça. Tu as dû le sentir parce que je l'avais justement. Alors, on a 80% de nos spectateurs, 79% qui nous disent demander à la parturiente de pousser pendant les contractions. C'est bien. Parce que c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Donc, en effet, du coup, on passe à la diapo suivante. L'accouchement, donc au moment où vous voulez vous installer, donc pareil, on s'installe vraiment confortablement, on prend 30 secondes pour s'installer, ça mange pas de pain. On a le temps entre 2 contractions, vraiment, je vous jure, même si la dame elle hurle à l'assassin, on peut s'installer, en fait, elle a pas mal en continu, voilà. Pensez à vous protéger, donc vous prenez ce que vous avez sous la main, donc notamment, on met des gants propres. Alors, sachant que vous pouvez avoir une boîte qui est ouverte depuis quelque temps ou des gants que vous avez mis dans la poche ou autre, pitié pour essayer d'être au plus propre et éviter les infections, essayez de donner un coup de savon dessus, par exemple. Voilà, ça limitera. Après, pas besoin d'être en stérile, étant donné qu'un accouchement, c'est pas stérile. Donc, c'est pour ça que les gants propres, ça marche très bien. Mais essayez de les nettoyer s'ils étaient surtout dans vos poches ou c'est souvent là où il y a le plus de germes. Et ensuite, on met tout ce qu'on a, masque, lunettes, ça c'est hyper important parce que justement, vous êtes à genoux. Et donc, du coup, à genoux, on est en face de tout. Donc, on peut se prendre le sang, le liquide et tout autre. Voilà. Ensuite, alors, il va falloir glisser sous les fesses quelque chose pour vous protéger un peu justement du liquide amniotique, du sang, parce que sinon, vous prenez tout dessus. Et de quoi recueillir le liquide amniotique. Donc, si vous êtes à domicile, c'est facile. Vous avez bien une bassine, quelque chose, ou un seau, ça, OK. Si vous êtes dans le VSAV, n'hésitez pas à prendre un sac d'asserie éventuellement dans les parages ou quelque chose comme ça. Voilà, ça, il ne faut pas hésiter.
On fait pousser que pendant les contractions. Sachez qu'au moment où on s'installe pour les efforts expulsifs, vous avez 100% de chance de ne plus avoir de contractions. Il y a toujours une pause d'un quart d'heure, 20 minutes, on ne sait pas pourquoi, d'un coup, on attend les contractions. C'est pas grave. Voilà, c'est normal. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, hein. Ça, c'est la nature, mais alors ça marche à tous les coups. Eh ben, on attend que les contractions reprennent. Dès que les contractions reprennent, pareil, elles peuvent être une fois toutes les 10 minutes. Hein. Pas d'inquiétude, c'est pas grave, on attend la contraction pour pousser. On ne pousse que quand elle a envie de pousser et dès que vous voyez, donc, on a dit quelque chose à la vulve. Pour une poussée, donc ça dure à peu près 1 minute, la contraction, il faut essayer de pousser 2 ou 3 fois. En hyperflexion et après, elle se détend entre deux. Essayez de penser, une dame qui pousse mal, en fait, c'est qu'elle a peur de se faire dessus, très concrètement, puisque ça fait le même effet, hein, c'est la même impression. Donc, pensez bien à lui dire, non, non, vous inquiétez pas, c'est exactement comme pour aller à la selle, donc vous poussez bien, mais c'est la tête qui descend, c'est pas le reste. Voilà. Et en général, dès qu'elles ont compris ça, c'est bon, mais c'est très dur parce que, il y a quand même, en général, en plus, ce sont des hommes, 2 ou 3 hommes devant soi et tout, on a l'impression de se faire dessus, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment l'encourager dans ce sens en disant non, non, vous inquiétez pas, c'est la tête. Et en général, ça les débloque. On peut passer. Donc, petite vidéo pour l'accouchement, présentation donc céphalique, c'est-à-dire quand tout va bien. On en discute après. Donc, pour un accouchement physiologique, présentation céphalique, la tête la première, et donc l'accouchement où tout va bien. Les signes d'accouchement imminent, donc déjà la tête qui apparaît à la vulve, donc on appelle la présentation fœtale. Si vous la voyez, bon, bien évidemment, vous vous installez. Un deuxième signe assez parlant, c'est l'envie de pousser de la dame, où elle va vous décrire une envie d'aller à la selle. Donc ça peut dire que l'accouchement est imminent. Un troisième signe, bon, bien sûr, des contractions régulières douloureuses inférieures à 5 minutes, ou bien des douleurs abdominales, si elles ne savent pas trop vous dire si ce sont des contractions. Ça peut être un signe que l'accouchement va se passer assez rapidement dans l'heure. Et associé à ça, vous pouvez avoir la rupture de la poche des os qui se fait pendant ces contractions. Donc ça peut être aussi un signe que l'accouchement va être imminent. Donc on va passer à l'accouchement lui-même. Donc pour s'installer, la dame vient les fesses au bord de la table, les jambes relevées. Elle tient ses cuisses en hyperflexion. Nous, on s'habille, donc lunettes, gilet et on met des gants. Et on va faire l'accouchement en position à genoux. Alors, première étape, on va mettre la main de travers pour freiner la sortie de la tête pour éviter que ça fasse bouchon de champagne et que la partie en dessous, le périnée, ne se déchire. Donc, c'est la fin de la vulve et l'anus. Alors, allez-y madame, poussez jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà, la tête est dehors. Là, on va lâcher les mains et on va regarder de quel côté le bébé tourne. Il va tourner soit à droite, soit à gauche. À partir de ce moment-là, dès qu'on est sûr du sens de rotation, on va l'aider à tourner. Ensuite, on va l'aider à faire sortir la première épaule, celle du haut, en abaissant la tête. Et la deuxième en dessous, en remontant la tête. À ce moment-là, les deux épaules sont sorties, on va pouvoir l'empoigner et le poser sur maman. Voilà, donc ça, vous avez un peu toutes les étapes. Donc, sachant que la première étape, on a dit, voilà, on freine la sortie, ça c'est pour protéger le périnée. Après, pourquoi la tête tourne de 90 degrés? En fait, dans le ventre, le bébé a le dos soit à droite, soit à gauche. Et en fait, quand il descend, il se retrouve avec la tête qui regarde vers le sol, donc il se retrouve avec la tête de travers. Et quand il va tourner à droite ou à gauche, du coup, en fait, il va réaligner avec le reste de son corps. Donc, surtout, s'il ne tourne pas, on ne le tourne pas nous-mêmes, parce que si on ne sait pas dans quel sens il est, vous risquez de vriller l'enfant. Donc voilà, surtout on le laisse faire et dès qu'on est sûr du sens, on va le tourner avec ses mains éventuellement. Vous pouvez l'aider pour qu'il soit bien à 90 degrés. Après, alors pour ces histoires d'épaules, une, l'autre. S'il est petit qui sort tout seul, bien sûr, on ne le fait pas. Si par contre vous avez un bébé à terme, souvent qui est un peu gros, en fait, quand vous allez le voir descendre sa tête, il ne faut pas hésiter à accentuer un peu le mouvement pour que la première épaule soit bien dehors et être sûr qu'elle ne se recoince pas. Et après, pareil, hein, tout seul comme un grand, en fait, il va remonter la tête parce qu'en fait, il remonte son corps contre le sacrum. Donc, à ce moment-là, pareil, on peut accentuer le mouvement et être sûr qu'il sorte correctement. Voilà, mais par contre, vous n'allez pas contre lui. Hein. Si vous vous en rappelez plus, vous regardez, vous le laissez faire et vous voyez, vous accentuez juste.
Après, alors pour récupérer l'enfant, attention, c'est du savon cet enfant, vraiment. Donc il faut le tenir comme on peut. Donc soit sous les aisselles comme l'image, soit des fois, moi quand ils sont un peu gros, en fait, j'y arrive pas, je prends une main sous l'aisselle, une main sous les fesses. Voilà, ça peut être ça aussi. Sachez que l'enfant, tant qu'en fait il n'a pas été stimulé, il est verrouillé, le menton contre le thorax et les mains en croix devant son thorax. Donc, conclusion, en fait, vous avez un enfant qui n'a aucun risque pour la nuque tant que vous ne l'avez pas stimulé. Donc, vous pouvez le prendre largement, vous inquiétez pas de problème de nuque. Donc, déjà, n'essayez de ne pas le faire tomber, mais oubliez cette histoire de nuque. Et dernière chose, par contre, à savoir, qui me paraît un peu importante, ça va être de noter l'heure de naissance. Puisque du coup, ça va nous permettre déjà derrière de regarder la délivrance, donc dans les 30 minutes de délivrance. Pensez aussi éventuellement, si vous êtes en extra-hospitalier en plein milieu de nulle part, de regarder où vous êtes. Voilà, si vous êtes notamment, je ne sais pas moi, en plein milieu de l'autoroute, au milieu de deux villes, maintenant, le lieu de naissance de l'enfant, c'est plus le lieu de la délivrance, c'est le lieu de naissance de l'enfant lui-même. Conclusion, si c'est au milieu de l'autoroute, en fait, maintenant, les parents ont le droit de choisir la ville la plus proche ou qui leur plaît, enfin voilà, si ce n'est pas à l'intérieur d'une ville, pour déclarer l'enfant. Si ça arrive comme ça, c'est les secouristes. Donc, c'est vous qui allez faire la déclaration. Enfin, pas la déclaration, le certificat de naissance. C'est vous qui allez le faire. Ce n'est pas forcément un médecin. Donc, c'est arrivé là, il n'y a pas longtemps à la conception, la question. Ça peut être n'importe qui a assisté à l'accouchement. Un soignant, ça ne peut pas être le papa. Donc, si c'est le papa, ce n'est pas grave, c'est le premier soignant qui va arriver. S'il y a un médecin, bon, tant mieux, le médecin, il peut le faire. Mais c'est vraiment, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Pour déclarer l'enfant, il faut juste attester que c'est bien telle dame qui a sorti tel enfant. Voilà, donc ça, pensez-y, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, et l'amener à la maternité. Ensuite, alors là, on va passer sur la vidéo du cordon autour du cou. Une des complications les plus fréquentes, c'est un accouchement sur 10. On peut y aller. Lorsque la présentation céphalique, donc la tête de l'enfant, est sortie au niveau de la vulve, normalement, cette tête va tourner dans un sens ou dans un autre. Là, si la tête ne tourne pas, il est important vraiment de vérifier la présence ou non d'un cordon. Donc on vérifie au niveau de la nuque de l'enfant s'il y a la présence d'un cordon. C'est le cas. Et ça peut expliquer que justement la tête ne tourne pas comme il faut, ne fasse pas sa restitution. Donc vous tirez tout doucement et vous voyez si le cordon peut venir, est suffisamment lâche pour pouvoir passer au-dessus de la tête de l'enfant. Bien sûr, la patiente ne doit toujours pas pousser à ce moment-là et on passe délicatement le cordon autour de la tête de l'enfant. Et ensuite, la tête de l'enfant va faire son mouvement naturel que vous allez accompagner. Et ensuite, on va regarder, est-ce que l'on peut finalement retirer le cordon en le faisant passer au-dessus de la tête du bébé. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, toujours en maintenant bien la tête, on va venir placer un premier clan. On glisse un petit peu le doigt, on purge un petit peu le cordon sur 3 à 5 cm. On vient poser le deuxième clan. Donc toujours la patiente ne doit pas pousser, ça c'est extrêmement important. Et on va venir ensuite couper le cordon entre les deux clans. On enlève le cordon et on peut faire de nouveau pousser la patiente pour finir l'accouchement comme il vous a été présenté dans la vidéo de présentation céphalique. Donc pour le coup, pour le circulaire, il faut, petite remarque, ça peut arriver que vous fassiez l'accouchement et que le cordon soit là. Si la tête tourne,
et que vous n'avez pas de problème au niveau de cette rotation, surtout on s'en fiche du cordon, vous l'oubliez, vous allez finir votre accouchement comme il faut, et ben, quand vous l'aurez dans les mains, il faudra démêler le tout. Voilà, mais vraiment, vous vous occupez du cordon que s'il empêche la rotation de la tête ou s'il empêche de sortir l'enfant. Sinon, oubliez-le. Voilà, vraiment, c'est très rare quand même en fait qu'on sectionne le cordon. Alors que le cordon, vraiment, je pense que vu le nombre d'accouchements que vous faites, c'est très probable que vous l'ayez à chaque fois. Hein. Voilà, très sincèrement. On peut passer. On passe à l'accouchement par le siège. Donc, le siège, c'est quand même un accouchement donc hyper à risque. Il y a une règle d'or dans ce cas-là, c'est surtout ne pas toucher l'enfant. Sachant que quand même, les sièges en extra-hospitalier, c'est souvent des enfants prématurés qui n'ont pas eu le temps de tourner dans le ventre, c'est-à-dire des enfants petits donc qui passent. C'est quand même rare les complications du siège à domicile. Alors, en ce moment, la nouvelle mode des mamans, c'est de faire les accouchements naturels à la maison sans sage-femme, sans personne. On en a eu plusieurs, dont Arles l'année dernière. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez peut-être vous retrouver face à un bébé coincé. Voilà, ça peut, hein, ça c'est la nouvelle mode. Mais bon, en règle générale, sinon, si ce n'est pas des gens fous, vous avez des petits bébés qui devraient passer. La règle d'or de l'enfant par le siège, c'est surtout de ne pas toucher. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, l'enfant, il est verrouillé. Donc, la tête contre le thorax et les bras en croix devant lui. Si vous touchez, déjà, il va se déverrouiller parce que vous allez le stimuler. Donc, il va se retrouver avec la tête qui se décoince. Et donc, à ce moment-là, en fait, la tête, elle va bouger, elle ne va pas se mettre dans le bon axe. Ensuite, il peut lever les bras. Donc, si forcément il a les bras en l'air, il est beaucoup plus large, il ne passe plus. En plus, il peut se mettre à respirer. S'il respire, il va se noyer puisqu'il est encore dans le liquide amniotique, sachant qu'un bébé, dans le ventre, il a les poumons qui sont vides. Donc, s'il fait son premier cri dans le ventre, ben, c'est la vraie noyade comme vous connaissez. Et en plus, quand vous allez toucher, en fait, la mère n'aura plus aucune contraction. Ça arrête complètement la nature. Donc, surtout, on ne touche pas. Donc, pour ça, quand vous voyez les fesses ou les pieds apparaître, on va essayer de placer quelque chose, une surface plane, quelques centimètres plus bas que les fesses de la maman, qui sont encore dans le vide, pour essayer que l'enfant, en fait, s'assoie sur votre plan. Donc, ça peut être une table de nuit, ça peut être une chaise avec votre sac, ça peut être 2 sacs empilés, enfin, voilà. Ça peut être ce que vous avez sous la main, hein, concrètement. Et il faut toujours choper l'enfant au moment où la tête sort. Voilà, si la tête ne sort pas, on ne le touche pas à ce moment-là. Hein. Donc, pour être sûr de ne pas avoir le réflexe de toucher, on s'éloigne un peu, on met les mains dans son dos ou vous tenez les mains entre vous, hein, ça dépend, nous c'est ce qu'on fait à la maternité, et on encourage la maman. Un accouchement par le siège, à chaque poussée, il y a une avancée. Alors, des fois, il peut y en avoir une où il y a un loupé, hein, si la mère est un peu fatiguée, mais grosso modo, ça avance à chaque fois. Si à un moment donné, c'est coincé, c'est là qu'il va falloir absolument avoir quelqu'un en haut-parleur éventuellement pour qu'il puisse vous décrire quoi faire derrière. Voilà, mais sinon, ça avance tout seul si on ne touche pas. Si vous le touchez, il va falloir le sortir vous-même en entier. Donc, bon courage. On passe donc à la délivrance. Ah ben alors là, quasiment... Ah non, c'est en train de baisser là. On est à 96, on a 87% de personnes qui nous disent qu'il faut laisser sortir le placenta sans tirer sur le cordon. Bon, ben parfait, c'est bien ça. Hein. Donc voilà, la délivrance, donc comme on a dit tout à l'heure, surtout on laisse faire la nature. Donc là, je vais vous mettre la vidéo d'abord de toute la délivrance et puis après on commente. C'est combien de 10? Pardon? C'est celle-là qu'on met à 2 minutes Non, de 10? non, c'est pas celle-là. Tu peux aller dès le début. Ouais. Pour la partie délivrance, c'est-à-dire la sortie du placenta après la naissance du bébé, on va enlever la première poche à partir du moment où on a fait les soins au cordon. Donc on enlève notre poche qui sert de poubelle. Donc la maman soulève les fesses. On jette cette poche-là. Et on va ouvrir la seconde qui va permettre de quantifier les pertes sanguines pour vérifier qu'il n'y ait pas de la survenue d'hémorragie. Pour la délivrance, vous allez avoir des signes de décollement de ce placenta.
Premier signe que vous allez avoir, un petit filet de sang, comme ça, tout juste, qui va montrer que les cotylédons, donc la partie du placenta collée à l'utérus, se décolle au fur et à mesure et les vaisseaux se collapent. Deuxième chose, vous allez avoir le clan qui est présent ici, vous allez voir descendre un petit peu, et en fait, ce clan qui descend, c'est le placenta qui se décolle du fond de l'utérus et qui tombe à l'entrée du vagin. Et troisième signe qui va vous venir, c'est la dame qui va vous dire qu'elle a envie de pousser, et en fait, ce sont les contractions qui redémarrent pour pouvoir sortir ce placenta. À ce moment-là, on va demander à la dame de pousser. On va tenir le cordon pour pas que le placenta tombe dans le sac. Il faut le retenir afin de ne pas avoir plusieurs morceaux. Il faut vérifier qu'ils sortent complètement. Allez-y, poussez madame. Là, vous prenez le placenta. Soit il vous tombe dans les mains, donc c'est super. S'il reste une petite membrane ou quelque chose de collé et qu'on voit qu'il n'est pas entier, on va tourner jusqu'à ce que la membrane tombe aussi. Dès qu'on a tout, on met le placenta dans le sac de congélation du kit accouchement et on va le ramener à la maternité. Alors, une des complications qui peut arriver lors d'un accouchement et qui est non négligeable, c'est l'hémorragie de la délivrance. Donc ça survient en général lorsque le placenta reste à l'intérieur de l'utérus et du coup empêche que les vaisseaux se collabent. Donc dans ce cas-là, soit vous avez le placenta qui est resté dans l'utérus plus de 40 minutes. À ce moment-là, il faut essayer de le faire sortir, qu'à 40 minutes, il y a de grandes chances qu'il soit décollé, mais qu'il fasse bouchon au niveau du vagin. Ou deuxième chose que vous pouvez avoir, des pertes de sang importantes, et l'hémorragie se définit à partir de 500 ml, donc ce que vous avez là dans le sac. Ou troisième signe qui peut pouvoir dire qu'elle fait une hémorragie, un état de dégradation de la patiente, puisque si le placenta bouche la sortie, vous n'aurez pas forcément l'hémorragie extériorisée, mais elle peut saigner à l'intérieur. Des gestes simples avant l'arrivée des médecins. Donc, première chose, on va essayer de faire pousser la patiente pour voir si le placenta sort. Donc, allez-y madame, poussez. Là, on voit que le placenta ne sort pas. Dans ces cas-là, ce n'est pas grave, on le laisse en place et on va procéder au massage utérin. Si le placenta sort, à ce moment-là, on va faire le massage juste après avoir récupéré le placenta. Pour le massage, il va falloir mettre notre main en verticale au niveau du nombril de la patiente, enfoncer la main et empaumer l'utérus. Il y a des moments où on ne peut pas sentir l'utérus, il est vraiment trop atone, donc pas contracté du tout. Dans ce cas-là, on commence à faire un massage donc, comme si on massait une boule de la taille d'un pamplemousse. Et à un moment donné, on va sentir cette boule se créer. Donc ça, c'est l'utérus. Et il faut continuer à masser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule goutte de sang, l'utérus. Voilà, alors déjà, bon, petite remarque, je sais que vous n'avez pas les poches, hein, parce que là, en fait, ce qui arrive, c'est, on l'a fait chez le SDIS-13 où ils ont un kit accouchement complet. Donc, pour quantifier les pertes sanguines, il faut absolument, par contre, essayer de quantifier. N'hésitez pas déjà à décrire la scène, à voir s'il y a le matelas imbibé, par exemple, des choses comme ça. N'hésitez pas à mettre des pansements absorbants que vous comptez pour se rendre compte un peu de ce qu'elle perd. Parce que l'hémorragie, ça peut être soit un flot de sang en fontaine, soit des fois, c'est un petit filet qui est là et en fait, pendant 3 heures, ça saigne et elle arrive à 1 litre comme ça. Donc voilà, donc pour vous rendre compte vraiment de ce qu'elle perd, parce que quand c'est un filet, on ne s'en rend pas forcément compte. En plus, on essuie méthodiquement. Mettez le pansement absorbant et regardez si vous le changez régulièrement. Bon, c'est que ça saigne, il va falloir faire quelque chose. Dans les signes d'écollement, la vidéo en a parlé. Pour le placenta en lui-même, du coup, c'est le plus important vraiment, voilà, c'est qu'il soit au maximum complet. S'il reste n'importe quoi dedans, même ça peut être un bout de membrane de la taille de l'ongle, en fait, ça peut déclencher une hémorragie parce qu'un vaisseau va rester ouvert, sachant que l'hémorragie, elle peut arriver de suite, mais elle peut arriver aussi 3 jours après. Moi, c'est arrivé le mois dernier où on a une dame qui s'est mise à saigner au 3e jour quand elle est partie de la maternité, enfin, quand elle a failli partir. Elle s'est mise à saigner heureusement dans le couloir et en fait, on a découvert mais vraiment un morceau ridicule de la taille de mon ongle de pouce. Donc vraiment, il faut essayer de l'avoir complet, d'où le fait de cette rotation et qu'il ne faut pas que la membrane reste à l'intérieur et que ça tombe dans votre sac ou autre. Pour le massage utérin, vraiment, pour moi, le massage, c'est le geste qu'on ne sait pas quoi faire qu'il faut faire.
Le problème, bon, c'est que c'est très douloureux, donc il ne faut pas hésiter à prévenir la patiente. Au moins, elle serra fort son bébé contre elle. Peut-être qu'elle vous insultera, c'est très probable même, mais vous lui dites, c'est pour vous sauver la vie. Je suis vraiment désolée, mais il faut le faire. Le massage utérin, il va permettre quoi? Déjà, il va permettre de décoller le placenta ou la petite membrane là qui gêne. Il va permettre aussi de prévenir une hémorragie parce qu'en fait, vous allez obliger l'utérus à se contracter, donc vous allez empêcher que ça se déclenche. Ou alors, si ça se déclenche, ça va ralentir drastiquement les saignements, hein. On peut diminuer bien d'1 litre si on se met à masser. Donc, il y a 2 cas de figure. Soit il vous reste quelque chose, vous êtes à 30 minutes justement, donc soit le placenta complet, soit des morceaux, et au bout de 30 minutes, ça ne saigne pas. À ce moment-là, jusqu'à ce que vous arriviez à la maternité, on fait un massage de 1 minute toutes les 10 minutes, quoi, un peu régulièrement, pour vérifier que l'utérus est bien tonique. Et à partir du moment où ça se met à saigner en hémorragie, à ce moment-là, on masse, mais on continue, on continue, on continue. Si vous ne savez pas quoi faire, quand ça saigne, vous massez. Et après, vous essayez d'avoir quelqu'un au téléphone. Mais vraiment, ça, c'est le geste à ne jamais arrêter. Sachez que nous, à la maternité, des fois, on prend en charge, ça met 2 heures, 3 heures. Ben, pendant 3 heures, on masse. Hein. Voilà, ça, c'est le truc qu'on n'arrête jamais. Même si on met des produits, même s'il y a des gens qui arrivent, il y en a toujours un qui masse. Devant une hémorragie, donc, à ce moment-là, bien sûr, on essaie de quantifier comme on peut. Donc, ça va être vraiment, voilà, si vous avez un sac à mettre en dessous, ben, vous regardez combien de sacs vous remplissez, des choses comme ça. Voilà, vraiment, vous essayez de quantifier pour vous donner une idée. On masse en continu, ça, on est d'accord. On protège du froid, bien sûr, la maman, mais ça, grosso modo, ben, c'est comme toute hémorragie, hein, comme un choc hémorragique, et on surveille la maman. Ça peut arriver, donc comme on dit dans la vidéo, que la mère, en fait, vous fasse juste d'un coup perte de connaissance, et puis signe de choc, et puis vous voyez 0 goutte de sang. Parce que quand le placenta est à l'intérieur et elle s'est décollée à moitié, qui fait bouchon, mais vous avez 0 litre, en fait, qui apparaissent. Et par contre, dès que vous enlevez le placenta, moi, ça m'est arrivé une fois, des pompiers, la mère était blanche, et en fait, ben, quand on a enlevé le placenta, on s'est retrouvé avec 2,8 litres d'un coup. Donc là, on n'était pas bien, quoi. Voilà, donc ça, vraiment, hyper important de regarder un peu l'état de la maman. Et la dernière chose que vous pouvez faire, en fait, ça va être de mettre bébé au sein. Alors, sachant qu'il va être hyper important de laisser le bébé en peau à peau tant que vous ne transportez pas. C'est vraiment essentiel. Le pot à pot, c'est votre meilleur ami. Déjà, pour que le bébé n'ait pas froid. En plus, ça va l'aider à s'adapter parce qu'il va reconnaître l'odeur de sa mère. C'est vraiment votre meilleur ami. Il va réguler sa glycémie, tout ça. Donc, vraiment, tant que vous pouvez, laissez-le en pot à pot et vous l'habillez au dernier moment, Par contre, le pot à pot, bien sûr, il faut que la mère elle est chaude, sinon ça ne marche pas. Hein. Et déjà, en fait, pendant le pot à pot, la mère, elle va sécréter de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du plaisir, de l'attachement. Et en fait, c'est aussi l'hormone des contractions utérines. Donc, du coup, ça va vous aider dans la prévention de l'hémorragie. Donc, ça éviter qu'elle saigne, qu'il soit en pot à pot. Et de mettre au sein, pourquoi? Parce qu'en fait, le bébé, quand il tète, l'éjection du lait, ça se fait par l'ocytocine. Donc, du coup, c'est la même hormone, donc ça va aider. Sachant que si le bébé ne veut pas téter, ça arrive, ou si la mère ne veut pas entendre parler de mettre au sein son enfant, ça ne sert à rien d'insister parce que sinon la mère elle aura plus du tout de plaisir et donc 0 ocytocine, donc vous perdez tout votre bénéfice de peau à peau et tout. Donc surtout on ne force pas, ça c'est vraiment que quand ils sont ok et oui du coup ça peut vous aider. Et après on essaie d'avoir quelqu'un au téléphone si on peut pour avoir un avis et savoir quoi faire derrière avec la médecin régulateur, la sage-femme ou éventuellement une sage-femme hospitalière si vous n'avez personne. On peut passer. Je vous ai mis derrière, du coup, pour la délivrance incomplète, l'histoire de la rotation pour vous rendiez plus compte que sur la vidéo. Donc voilà, vraiment important de saisir le placenta à 2 mains. Et vous voyez là les membranes qui restent collées. Et en fait, le fait de faire la rotation, ça va décoller les membranes. Donc c'est pour ça que ça va éviter le saignement. Donc, et essayez qu'il soit entier. Si par contre vous avez ça, n'hésitez pas à le dire à la maternité parce qu'on ira vérifier qu'il n'y a rien à l'intérieur ou qu'il n'y ait pas une membrane qui reste en systématique. Et là, vous avez les images donc, du massage, voilà, si vous préférez par rapport à la vidéo. Mais du coup, on a tout dit. On peut passer. Alors là, du coup, je crois que c'est celle-là qui est à 2,10. Donc là, on va voir l'accueil du nouveau-né qui va bien. 2,10. Voilà. Ensuite, hop, on sèche le bébé pour le stimuler et éviter l'hypothermie. Voilà. On met bébé en peau à peau. On couvre. On lui met le bonnet. Hop.
Et on va clamper le cordon. Donc, premier clan en face de vous, peu importe l'endroit. Ensuite, on prend le deuxième. On vide entre les deux clans pour éviter qu'il reste du sang et que ça nous gicle dessus. À ce moment-là, vu que tout va bien, on a le temps de changer les gants pour être au plus propre possible. On jette dans notre sac de bain. Utiliser la chlorhexidine, donc un antiseptique, on va mettre sur 2 compresses. Première compresse, on va désinfecter entre nos 2 clans correctement la zone. Hop. Et à ce moment-là, on va pouvoir couper. On prend notre deuxième compresse qui va nous servir à enrouler le bout de cordon avec le clan. Hop. Ensuite, on va enrouler tout notre cordon au niveau du bébé. On demande à son coéquipier de tenir le cordon pendant qu'on enfile un filet tubulaire pour tenir le tout. On essaie que ça prenne le moins possible de ventre pour que le bébé soit bien en peau à peau. On le remet, donc ventre contre ventre avec la tête sur le côté. On couvre avec notre nouveau champ. Voilà. Et la couverture de survie. Alors, pour l'accueil de notre bébé, donc du coup, il va être hyper important d'évaluer votre enfant. Regardez-le, c'est le plus important. Hein. Donc, votre nouveau-né, normalement, donc, il doit crier, être tonique. Hein, les bébés sont toujours en quadriflexion. Si vous les regardez, ils ne sont pas comme les poupons, justement comme mon mannequin que vous voyez depuis tout à l'heure. Réactif, donc c'est-à-dire que des fois, il ne crie pas de suite, mais quand vous le touchez, vous voyez qu'il réagit, ou il vous pousse le bras, ou il fait des grimaces. Donc ça, vous voyez que c'est un enfant qui, ça va aller bien, il lui faut juste un petit peu de temps, et il ventile sans difficulté. Donc, à ce moment-là, cet enfant, vu qu'on sait qu'il va aller bien, laissez-lui par contre les 30 secondes vraiment de stimulation. N'hésitez pas, parce que des fois, il leur faut vraiment 30 secondes pour le premier cri. Hein, voilà. Et si vraiment vous voyez qu'il est encombré ou qu'il a du mal, à ce moment-là, on essaiera de l'aspirer. Mais sinon, laissez-lui bien ces 30 secondes. C'est très, très long, hein, 30 secondes. Voilà. Et plus il va être en peau à peau, en plus, mieux c'est. Le but du pot à pot, c'est bien ventre contre ventre pour qu'il y ait la plus grosse surface qui soit au contact de la maman. Par contre, tête sur le côté et toujours au-dessus des seins, vraiment au-dessus des seins jusqu'au cou. Pourquoi? Parce qu'au moins, si vous ne regardez pas votre enfant, il n'y a pas de risque qu'il soit écrasé dans les grosses poitrines. Voilà, ça, c'est hyper essentiel. Donc, quand on met au sein, on a vraiment quelqu'un qui surveille tout le long la mise au sein. Il ne faut surtout pas le lâcher des yeux parce que la mère, elle peut ne pas faire attention et l'écraser dans le sein. Et dès qu'on ne surveille plus, hop, on le monte, au moins on est sûr qu'il n'y a pas de risque. Ensuite, enveloppez bien les deux. Hein, voilà. Et si vous voulez le mettre éventuellement sous plusieurs couvertures, n'hésitez pas. Là, ici, j'avais qu'un champ sous la main. Vous prenez des serviettes sèches, évidemment chaudes si vous pouvez, hein, et hop, et vous enroulez vraiment pour qu'ils aient le plus chaud possible. La mère risque de vous dire qu'elle transpire. Hein, ça, c'est pas grave. Ensuite, on va faire les soins de cordon qu'on va voir juste après et on surveille le tonus, la couleur et la ventilation. Sachant que la couleur, le bébé, il va se rosir au fur et à mesure. Donc, il est possible que les extrémités restent bien, des fois 1 heure ou 2, en fait, bleutées. C'est pas grave ça. S'il va bien, que vous voyez qu'il a de bonnes réactions, pas d'inquiétude, ça va se rosir au fur et à mesure. Le bonnet, c'est la partie la plus importante. Hein. C'est 1/3 de la surface corporelle totale d'un enfant. Donc, si vous ne mettez pas le bonnet, il va avoir froid. Donc, surtout, pensez à ce froid-là. Premier réflexe, on met le bonnet. Et ensuite, donc, deuxième cas de figure, s'il ne va pas bien. Donc, ça, c'est un bébé, bon, bien sûr, qui ne crie pas, mais en plus, qui souvent est vraiment réactif. Quand vous le stimulez, il n'y a rien qui se passe. Il est hypotonique comme le mannequin. Ou alors, il a du mal à respirer. Vous voyez qu'il galère.
À ce moment-là, on ne fait pas de saut au cordon. Hein. De suite, on clampe, on coupe direct. On va déclencher un chronomètre. Donc ça va être hyper important pour la réanimation derrière que vous verrez sur un autre cours. Et on le place sur notre champ d'accueil qu'on a fait au départ. Donc, c'est pour ça qu'on se prépare toujours et on prend en charge la détresse du nouveau-né que vous allez voir dans un autre cours. Alors, pour les soins du cordon, pour finir, quand devons-nous clamper, sectionner le cordon? J'en profite pour saluer ceux qui doivent partir. De toute façon, le replay sera sur YouTube et je vous ai mis le lien des questionnaires de satisfaction. Comme ça, vous pouvez noter et partir tranquillement. Pour celles et ceux qui peuvent rester, restez avec plaisir. Sachez que je vous ai dit que c'est le sujet de la formation continue de là 2024-2025, l'accouchement inopiné, mais c'est aussi un sujet qui va rentrer en formation PSE. Donc là, ce que vous apprenez, c'est quelque chose qui devra être acquis pour les prochains PSE. Donc c'est bien que vous soyez là. N'hésitez pas à parler du replay autour de vous si les personnes ne pourraient pas être là. Vous devez camper, ouais, ça c'est la question, bien sûr. Alors, on a eu 53% de personnes qui le disent au minimum 1 minute après la sortie du nouveau-né. 25% le disent immédiatement dès la sortie du nouveau-né. 18% disent 5 minutes après la sortie du nouveau-né. Et 3% le disent après l'arrivée du renfort médical. Alors, la bonne réponse, c'est au minimum 1 minute. Alors, pourquoi? En fait, le clampage retardé, c'est-à-dire justement ce fait d'attendre avant de clamper le cordon, ça va aider l'adaptation du nouveau-né à la naissance, en fait. Ça va vous aider, vous. Si vous le clampez direct, il n'y a pas de risque de mortalité ou de morbidité pour l'enfant. Hein. Mais c'est juste que ça vous simplifiez pas la vie, quoi. Sachant que s'il va pas bien, si vous le voyez direct, on n'attend pas cette minute. On peut passer, du coup, pour la diapo. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir en fait, c'est que à partir du moment où vous avez un cordon qui va être complètement vide, qui va se vider complètement de son sang et il va devenir tout blanc, c'est à ce moment-là qu'il faut absolument que ça soit clampé. Pas forcément coupé, mais au moins clampé. Parce que si vous manipulez l'enfant au-dessus de la maman alors que vous n'avez pas clampé, s'il n'y a plus de circulation entre la mère et l'enfant, le bébé va faire vase communicant dans le placenta. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il soit clampé dès qu'il n'y a plus de circulation dedans. Et en général, ça arrive entre 1 et 3 minutes en fait, grosso modo. Voilà, d'où le fait d'attendre 1 minute de vie. Et si vous voyez qu'il devient blanc direct, on clampe direct. Pour l'histoire, voilà, des 10-15 cm qui sont marqués. En fait, en gros, on s'en fiche du chiffre exact. Le but, c'est juste que votre clan il soit loin de l'ombilic, donc du nombril. Pourquoi? Parce que si c'est un enfant prématuré, il peut avoir une hernie, c'est-à-dire un bout d'intestin dehors. Et dans ce cas-là, vous allez clamper le bout d'intestin, il va le perdre, alors que c'est possible que dans la semaine, il soit rentré dans le ventre nickel. Donc, c'est dommage. Et deuxième chose, en fait, pour une réanimation du nouveau-né, on utilise les vaisseaux du cordon pour poser une voie veineuse périphérique. Pourquoi? Parce que vous avez une énorme veine, ça fait un trou, et on plante le cathéter dedans, c'est trop facile. Donc, c'est génial. Sauf que si vous avez clampé trop près du nombril, on ne peut plus utiliser ces vaisseaux et on va être obligé de poser un cathéter sur les mains ou sur la tête. Et ça, c'est hyper compliqué et c'est une perte de chance pour l'enfant. Donc, le but, c'est de le mettre loin. Donc, minimum un travers de main, 10-15 cm. Mais si vous avez votre bébé qui est déjà prêt sur maman, vous le mettez devant vous et ça peut faire 20 cm sans souci. Pour vider entre les deux clans, pareil, ça c'est pour vous éviter que ça gicle au moment de couper. Si jamais vous avez oublié ou que vous l'avez mal fait, pas d'inquiétude, c'est pas grave. Par contre, demandez bien à ceux qui n'ont pas de lunettes, notamment, de tourner la tête au moment de couper. Voilà, c'est juste ça. Idem d'ailleurs lors d'un cordon autour du cou. Après, alors, il faut bien désinfecter entre les deux pour essayer d'être au plus propre, sachant qu'on le fait avec ce qu'on a. Donc, ça peut être la chlorhexidine, ça peut être la biceptine ou ça peut être du NaCl tout simplement. Le but, c'est vraiment de nettoyer, notamment s'il y a des selles ou du sang, pour que ça soit au plus propre. Voilà, hein, sinon, vous mettez un peu ce que vous voulez. Et du coup, nous avons fini, il me semble. Et oui. Voilà. Bravo. Donc, je vous remercie du coup et j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup, Daniel. Tu voulais faire quelques remerciements, je crois. Merci beaucoup, Marion. C'était très, très passionnant et intéressant. Et ça permettra effectivement d'être réutilisé pour toute cette mise à jour, cette formation continue cette année. Julienne, est-ce que tu as eu une ou deux questions qui auraient été posées, qui nécessiteraient réponse? Et après, je vous propose qu'en fonction des questions qui vous sont posées, on fera une réponse comme on l'a eu fait dernièrement, secondairement sur le site. Oui, il y a quelques questions. Un grand merci en tout cas pour la clarté du propos.
Une question sur la circulaire du cordon. Tu précises qu'il faut le faire passer au-dessus de la tête pour essayer de le libérer et de pouvoir réaliser l'expulsion le plus convenablement possible. Mais il y a un moment, il va falloir peut-être tirer dessus. Et à quel moment on sait si on est délétère ou pas en tirant et être sûr qu'on n'arrache pas quoi que ce soit? Alors, très concrètement, oui, on tire dessus. Après, le cordon, ça fait un peu l'effet coin de jambon, hein, en élasticité. Donc, si vous voyez que vous êtes obligé de vraiment tirer fort dessus et qu'il n'y a vraiment rien qui vient, on lâche tout et on le sectionne. Voilà, vraiment, mais il faut avoir une certaine force quand même, hein. Si vraiment vous voyez que ça ne vient pas, bon, ben, tant pis, on sectionne. Et oui, d'ailleurs, un truc que je n'ai pas dit quand même, s'il y a plusieurs tours, méfiez-vous de mettre les clans sur le même tour, parce que sinon, vous allez vous retrouver embêté, vous ne saurez plus où couper. Et la dernière question pour respecter le temps, et puis on fera d'autres réponses ultérieurement. Euh, on s'aperçoit finalement lors de la sortie que cet enfant, il est amené à tourner, à bouger. Il n'y a aucun risque pour le rachis au cours de ses mouvements Pour le rachis de qui? De bébé? du bébé. Non, aucun. Le bébé, en fait, il est grosso modo, il est vraiment le dos soit à droite, soit à gauche dans le ventre, avec les bras devant en croix. Et en fait, il a la tête sur le côté comme ça. Donc, il va sortir, libérer sa tête et après, il se réaligne avec le reste du corps. Donc, c'est pour ça, par contre, qu'il ne faut pas le faire manuellement si on ne sait pas dans quel sens il tourne. Mais il n'y a aucun risque pour la colonne vertébrale. Il le fait tout seul, cet enfant. Très bien, Maureen, merci pour ces précisions. On te fera parvenir le reste des questions qu'on a réussi à collecter tout au long. Merci Julien. Je veux juste préciser, avant de remercier Marion, qu'on a essayé d'être le plus descriptif possible de tout ce qui peut se passer. Vous remarquez qu'on est pratiquement dans une situation où le secouriste fait tout seul un accouchement jusqu'au bout, hein. Naturellement, il y a un renfort médical qui est demandé le plus rapidement possible et on peut vous aider au téléphone, notamment à la régulation. Et puis dès que le médecin, éventuellement parfois une sage-femme arrivera, bien sûr, ils prendront le relais. Mais on a toujours, nous, dans des situations d'isolement qui fait que parfois, les secouristes sont tout seuls pour réaliser l'accouchement. Je me rappelle que sur une grande ville comme Marseille, dans les 6 minutes, on peut avoir un renfort médical. Et dans la région d'où je suis natif, en fonction de l'endroit, on peut avoir plus de demi-heure, voire presque 1 heure en attendant un renfort médical. Et là, les secouristes peuvent se trouver donc seuls à réaliser ces accouchements. Alors c'est rare qu'on réalise des accouchements dans les dispositifs prudentiels de secours. On en a très très peu, voire pas. Par contre, vous avez plus de chances de retrouver avec un accouchement à domicile lorsque vous êtes en réseau de secours, naturellement. Mais vous pouvez aussi vous retrouver sur un accouchement à domicile, alors que vous n'êtes même pas en dispositif Croix-Rouge, mais que vous êtes, parce qu'on va venir vous chercher, parce qu'on sait que vous êtes un secouriste de la Croix-Rouge, et il faut donc bien essayer de connaître un petit peu les différentes actions à mener ou à ne pas faire lorsque vous prenez en charge une maman qui va accoucher. En tout cas, merci beaucoup Marion pour ton intervention. Je te fais juste une précision parce que je viens de voir un commentaire là. On ne tire jamais sur la tête de l'enfant, hein. Quand on descend la tête pour sortir l'épaule, c'est juste qu'on la baisse vers le bas, mais côté maman, et après on la relève vers le haut côté vulve, hein. Jamais on tire vers soi, jamais, jamais que ça soit en siège ou en tête, hein. Voilà, je tiens à le préciser. Ce qui disait que les médecins du SAMU disaient de jamais tirer sur la tête. Mais en effet, hein, on ne tire jamais. Juste on la baisse d'un côté puis de l'autre, hein, c'est tout. Voilà, tout à fait. Mais comme on l'a dit Marion, dans un premier temps, on laisse faire tout seul parce que souvent d'ailleurs ça se fait tout seul, mais qu'effectivement si ça reste bloqué, on peut aider. Là aussi, je vous rappelle, n'hésitez pas à demander un avis médical par téléphone parce que, bon, en tout cas, en ce qui concerne Marseille, il y a une sage-femme toute la journée qui est au centre 15 et qui peut vous guider en attendant l'arrivée de l'équipe médicale. Merci Marion pour ton intervention. Je suis ravi, en plus c'était passionnant et je te remercie du temps que tu as pris pour réaliser cette préparation et réaliser
cette visioconférence avec nous. Je sais que tu as aussi travaillé au niveau national pour préparer la formation continue. En tout cas, on t'en remercie grandement. Et en même temps, on profite pour remercier ton père qui nous écoute parce qu'il est caché et qui est le bon grand ami depuis très, très longtemps. Voilà, je suis plus caché. Voilà, merci Joël de nous avoir fait une fille aussi passionnante. Tel père, telle fille. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, on se retrouve pour la prochaine opération de terrain qui, elle, traitera de la prise en charge du nouveau-né à la naissance, particulièrement lorsqu'il existe une détresse. C'est ça. J'ai beaucoup demandé justement là, sur les prochaines. Et en effet, ce sera traité le 21 novembre, je crois. Daniel, si tu l'as sur la diapo suivante, je crois 21 novembre. Pardon, excuse-moi, oui, excuse-moi, je n'ai pas mis la diapositive suivante. Hop, Voilà. c'est ça. Je voulais juste être sûr. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et puis, à bientôt tout le monde. Merci.